Je vais commencer par remercier évidemment le conseil municipal jeune. Vous avez vu qu'on a des jeunes élus qui nous entourent. Et donc, ils vont participer avec nous ce soir au conseil. Ça leur permettra d'avoir une expérience supplémentaire, c'est bien. Et puis, vous allez participer du coup à l'appel. On va vous appeler et puis vous allez appuyer sur le micro et dire présent. Ça vous va? Ça va aller? Bon. Allez, on commence par faire l'appel du coup. Alors, Jackie Desserre, je ne l'ai pas vu, il n'est pas arrivé encore. Laurent Sutereau. Présente. Thomas. Présent. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présente. Manon. Présente. Michel Champy est absent et va arriver tout à l'heure, c'est ça, parce qu'il a une autre réunion, mais il a donné pouvoir à Monsieur Ami en attendant. Ingrid Liénard. Présente. Clément n'est pas là? Philippe Delaunay. Présent. Camille. Présente. Céline Petit. Présente. Mamoun Benkachou est absent et a donné pouvoir à Monsieur Desserre. Françoise Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau est absente et a donné pouvoir à Monsieur Delaunay. Louis-Jean de Nicolaï est absent et m'a donné pouvoir. William Derouet. Graziella Lagan. Présente. Morgane Garot est absente et a donné pouvoir à Madame Liénard. Anaïs Serrin. Présente. Jean Le Gallet. Présent. Elsa, à toi. Présente. Philippe Legrand est absent et a donné pouvoir à Mme Petit. Gérard Lemoine est absent et a donné pouvoir à Monsieur Néron. Michel Néron. Présent. Il a déjà son micro allumé tout le temps, hein, Michel Néron. Hein. Pascal Renoux, je ne l'ai pas vu. Jean-Paul Tricot. Présent. Annie Bouteloup. Présente. Monica Breton. Présente. Claude Éveillot est absent et a donné pouvoir à Mme Bouteloup. Ghislaine Thomazeau. Roland Frison est absent et a donné pouvoir à Mme Potier. Sonia Potier. Présente. Très bien, parfait. Je vais vous passer, du coup, la liste d'émargement. Juste avant de commencer, on avait deux procès-verbaux à voter aujourd'hui. Celui du 18 décembre, rappelez-vous, qui n'était pas prêt la dernière fois, et puis celui donc du 22 janvier. Est-ce que sur le 18 décembre, il y avait des choses à revoir? Non? Je vous propose de le passer aux voix, du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah, j'ai oublié, il me faut un ou une secrétaire de séance. Qui est prêt à être un ou... Monsieur Ami est secrétaire de séance. Tu as retrouvé ton code ou tu vas marquer sur le cahier? D'accord. Il a mis le nom d'un chien, mais il a plein de chiens. Donc il est perdu dans ses noms de chiens. Voilà. Ensuite, on a le procès-verbal du 22 janvier. Est-ce qu'il y avait des choses à revoir sur le procès-verbal du 22 janvier? Je vous propose de le passer aux voix, du coup. Oui, Monsieur Néron. Avec le micro, Monsieur Néron. Simplement, pour l'observation, c'est un compte-rendu, c'est pas le conducteur. Oui, nous, on a procès-verbal ici. Tout à fait. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, du coup, on voulait vous dire qu'on a reporté le DOB. Donc, la commission finances qui présentera le DOB sera le 19 mars. Et donc, on présentera le DOB au Conseil du 25 mars. Voilà. Alors, l'ordre du jour d'aujourd'hui, on a donc un point en affaires générales sur le mandat des sages. En affaires financières, nous avons des subventions, donc à l'OGEC, pour la classe découverte de Brassens, de Loupervier, une demande d'aide à la région au titre des PCC, une demande de subvention auprès de la Banque des Territoires. En ressources humaines, nous avons le rapport social unique 2022, la protection sociale complémentaire, la mise en place de la prime pouvoir d'achat exceptionnelle, création d'emplois non permanents et renouvellement de création d'un emploi non permanent, modification de critères d'adhésion du CNAS, et puis les informations diverses. Rien de particulier sur l'ordre du jour. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est le mandat des sages. Donc, vous vous rappelez que nous avons voté, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, la création d'un conseil des sages avec 12
personnes avec des candidatures, etc. Suite à ce vote, il y a eu un certain nombre de réunions. On a élu le vice-président et son secrétaire. Ensuite, il y a eu plusieurs réunions en commission et en plénière. Il s'avère qu'au 15 janvier 2024, nous avons reçu 6 démissions de 6 sages sur 12, pour un motif plutôt personnel pour chacun. Et donc, par conséquent, la moitié du Conseil des sages a démissionné et l'autre moitié que j'ai rencontrée ne souhaite pas vraiment continuer non plus dans ces conditions-là. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est donc de mettre fin au mandat du coup des 12 conseils des sages et de relancer une candidature, puisque l'idée quand même, c'est d'avoir un Conseil des sages. Voilà. Donc, on va reprendre une nouvelle démarche d'appel à candidature pour renouveler ce Conseil des sages, en espérant évidemment que le nouveau Conseil des sages fonctionne mieux. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ça? Bon, les lettres de démission sont arrivées en mairie, donc ce sont des lettres publiques. Si vous avez envie de les lire, etc., il n'y aura pas de souci. On ne va pas les lire là. Hein. C'est leur choix personnel de devoir démissionner. Mais un certain nombre, je pense, qui sont démissionnaires ont envie de revenir. Donc, on verra ensemble qui va se candidater pour le prochain Conseil des sages. Pas de questions particulières? Bon, bah écoutez, on continue. Affaires financières. Donc, on a une subvention 2024 à l'OGEC de l'école Sainte-Anne. Donc, comme tous les ans, hein, nous finançons donc une partie de leur fonctionnement. Voilà. Donc, on est à la date de rentrée de septembre 2023. Il y a 50 élèves ludois, hein, puisque nous finançons évidemment pour les élèves ludois. Donc, le montant de la subvention s'élève à 39 316,37. C'est très précis, puisque c'est un montant par enfant. Et donc, 30% seront versés début mars 2024. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette subvention qui est en légère baisse, puisque malheureusement, l'école Sainte-Anne, comme les autres écoles, ont plutôt une baisse d'effectifs qu'une augmentation. Pas de questions particulières sur ce point-là. Je vous propose de les passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention, Madame Potier. 2. Ah, c'est que Roland. D'accord, très bien. Monsieur Frison. Une abstention, Monsieur Frison. Avec un micro. C'est une forme de question, c'est vrai qu'on n'a pas débattu. On m'a dit qu'on était obligé d'avoir le vote, quand on a la procuration de quelqu'un, on est obligé d'avoir le même vote que celui de l'intéressé. Non, non. non. Bah, il semblerait que les textes soient écrits comme ça. Non. Non, 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 non. Ben, mais je veux dire que si tu as les textes, mais pour moi, non. À partir du moment où la personne qui donne le pouvoir donne ses consignes de vote, il n'y a pas de souci. Voilà. Sous réserve. Ouais, mais on va vérifier si tu veux. Enfin, en tout cas, voilà. Abstention pour Monsieur Frison. Très bien. Ensuite, nous avons une subvention pour la classe de découverte de l'école Georges Brassens. Donc, comme tous les ans, Georges Brassens organise une classe de découverte. C'est pour les CM1 et les CM2. Ce séjour se déroulera du 27 au 30 mai 2024. Est-ce qu'il y a des conseils municipaux jeunes qui vont y aller? Oui. Donc, toi, tu n'as pas le droit de voter. C'est pas grave, tu votes pas ce soir. Mais bon. Donc, il y a 62 élèves qui sont inscrits pour partir à ce séjour. Est-ce que tu sais où tu vas? Vas-y, prends le micro, dis-nous. En Corrèze. En Corrèze. Très bien, parfait. Et donc, on vous propose de verser une subvention de 16 € par jour et par élève, soit 4 960 €, puisqu'il y a 62 élèves. Pas de vote contre? Pas d'abstention? Je vous remercie. On a aussi une subvention pour l'école des Louperviers. Est-ce qu'il y a non, il n'y a pas. Donc, pour l'école de Louperviers, ce sera pour les élèves de CP, CE1, CE2 et CM1. Ce sera du 26 au 28 juin 2024. Il y a 11 élèves. Et donc, on vous propose de financer 16 € par jour et par élève, soit 528 €. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des gens contre? Je vous remercie. Vous allez pouvoir partir en séjour. Alors, le point suivant, c'est une demande d'aide qu'on va déposer à la région Pays de Loire au titre des petites cités de caractère pour les travaux de l'immeuble rue du Bœuf.
l'immeuble rue du Boeuf, pour rappeler, pour ceux qui auraient des doutes, c'est là où est l'AISP aujourd'hui. Et donc, on a déposé déjà 2 dossiers en 2019 et 2020, et donc on peut en redéposer un aujourd'hui. Donc, le montant est estimé à partir des devis des travaux à l'ouverture des plis et comprend les honoraires des architectes et des missions annexes. L'analyse des devis pour les travaux en cours est en cours d'analyse en fait par l'architecte, et donc on vous propose de faire une demande d'aide à la région Pays de Loire sur un budget global de 280 000 € hors taxes. Avez-vous des questions? Des abstentions? Des contre? Je vous remercie. Nous avons une autre demande de subvention auprès maintenant de la Banque des Territoires et du département pour les études en ingénierie, donc sur la friche industrielle. Vous savez que pour pouvoir aménager l'ancienne friche, nous sommes obligés de faire une modification du plan d'urbanisme pour ne pas avoir à attendre 2026 ou 2027 la révision du PLUI. Nous passons par une PIORT. Voilà, ça s'appelle comme ça, une PIORT. Et donc, dans le cadre de cette PIORT, on nous demande une étude environnementale et étude d'impact. On a déjà fait une première étude qui s'est avérée non suffisante. On nous demande un complément aujourd'hui. Donc, dans le cadre du programme Petites Villes de demain, la Banque des Territoires a délégué une enveloppe au département pour nous aider dans ce cadre-là. Donc, pour tout ce qui est cofinancement d'études d'ingénierie à hauteur de 50%, et le département peut intervenir à hauteur de 30%, ce qui fait 80% de subvention. Donc, je vous demande l'autorisation de pouvoir déposer ces dossiers de subvention. Pas de questions particulières? Personne n'est contre? Personne ne s'abstient? Je vous remercie. On passe au point suivant qui sont les ressources humaines. Vous avez eu le rapport social unique 2022. Donc, on est passé à ce rapport social unique, le RSU, donc, qui a été institué à partir du 6 août 2019. Il est obligatoire et il est élaboré chaque année. Donc, c'est un outil de référence pour renforcer la lisibilité de l'emploi public territorial. Donc, vous l'avez eu évidemment avec vous en pièce jointe. Je regarde juste si j'arrive à l'avoir, mais je ne l'ai pas. Là. Hop. Donc, on va juste le parcourir ensemble, si vous voulez bien. Donc, on a l'effectif. Donc, on a 71 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2022. On a 53 fonctionnaires, 9 contractuels permanents et 9 contractuels non permanents. Donc, 75% de fonctionnaires. Oui, c'est sur l'année d'avant. Toujours. C'est compliqué, sinon, ça serait un peu court. Vous avez les caractéristiques des agents permanents par filière. Alors, évidemment, c'est la filière technique qui est la plus importante pour nous. Et puis ensuite, la filière administrative. Vous avez la répartition par genre et par statut. Globalement, on a quand même plus de femmes sur la collectivité que d'hommes. Vous avez le temps de travail des agents, les filières concernées, la pyramide des âges. Donc, c'est toujours intéressant de se rendre compte que sur la pyramide des âges, nous avons aujourd'hui 21% de femmes qui ont 50 ans et plus, 19% d'hommes. Et puis, entre 30 et 49 ans, nous avons 39% de femmes et 18% d'hommes. Donc, une pyramide des âges qui est plutôt élevée. On a 67,44 agents en équivalent temps plein sur l'année 2022. Donc, essentiellement en catégorie C, à 48,96. On a un agent en congé parental, enfin, on avait, puisqu'il doit être revenu, puisque c'était en 2022, quand même. Voilà. On a 4 arrivées d'agents permanents et pas de départ. On a d'ailleurs un contractuel qui a été nommé stagiaire, qui est passé permanent. Voilà. Donc, vous avez l'effectif physique théorique et l'effectif physique évidemment, avec la variation des effectifs. Donc, on a une augmentation de fonctionnaires de 1,9%, ce qui est plutôt logique. Mais par contre, on a une augmentation de contractuels. C'est ce qu'on fait régulièrement. Vous savez qu'on a quand même beaucoup de contractuels sur la collectivité, et en particulier sur les temps partiels. Voilà, nous n'avons pas de lauréat au concours. Nous avons eu une sanction du premier groupe pour un homme. Voilà. Manquement aux suggestions de service. Nous avons ensuite, vous avez le budget de fonctionnement avec les charges de personnel, les rémunérations annuelles brutes des emplois permanents détaillées en fonction des primes, des heures supplémentaires, etc. Les rémunérations moyennes par équivalent temps plein, en fonction aussi des catégories. Voilà. Le part des régimes indemnitaires,
sur les rémunérations. Ensuite, on a l'absence, le taux d'absentéisme compressible, c'est-à-dire les maladies ordinaires et les accidents de travail, le taux d'absentéisme médical, toute absence pour motif médical, et puis le taux d'absentéisme global, c'est-à-dire toute absence confondue, maternité, paternité et autres. Nous avons eu 3 accidents de travail en 2022. Voilà. Et puis, nous avons un assistant de prévention désigné dans la collectivité. Nous avons eu une journée de formation liée à la prévention. Voilà. En faveur de la prévention, le total des dépenses, nous avons dépensé 10 300 € pour la prévention auprès de nos agents. Voilà. On a des documents de prévention et on a 5 travailleurs handicapés employés sur emploi permanent dans la collectivité. Et puis enfin, vous avez le point sur les formations de nos agents, l'action sociale et prévoyance, et puis après, vous avez certaines précisions méthodologiques. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce RSU 2022 ? Dites-moi tout. Il faut mettre le micro. Au point de vue des handicapés, on a assez, non ? Par rapport au comment ce qu'on peut payer ? Alors, on ne peut pas dire qu'on a assez, c'est Non, pas comme ça que ça marche, mais disons que nous sommes une collectivité qui accueillons toutes les personnes, y compris avec un handicap. Donc oui, on est plutôt une collectivité qui intègre bien l'ensemble des personnes qui travaillent, y compris avec un handicap. 5, c'est pas mal. Oui. Mais bon, je suis persuadée que... je vous regarde tous et je suis persuadée que vous êtes incapables de me dire les 5 qui le sont, puisque, évidemment, ce sont des personnes qui travaillent tout à fait comme les autres. Donc, aucun souci, mais bon, on est très content de les avoir. Les 5 travaillent très, très bien. Donc, voilà. D'autres questions? Non? Il passe aux voix, celui-là, je ne sais plus. Après un avis favorable du comité social territorial, puisque le CST, évidemment, a vu ce rapport social unique, et donc il vous est transmis pour information. Le point suivant, c'est la protection sociale complémentaire. Donc on a une réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale depuis, depuis février 2021. Et donc on doit couvrir aujourd'hui les risques prévoyance et santé des agents. Comme le faisaient aussi des entreprises, hein, puisqu'on avait des contrats de prévoyance dans les entreprises. Aujourd'hui, la fonction territoriale doit aussi le faire. Et donc, en avril 2022, on a eu les modalités pour le faire. Donc, il y a eu un accord collectif national qui a été signé en juillet 2023, hein, donc c'est très récent. Et donc, on doit prévoir des contrats collectifs au plus tard pour le 1er janvier 2025. Donc, évidemment, il faut travailler sur le niveau de garantie. Et puis, il y a tout un travail à faire et un appel d'offres pour l'ensemble des assurances. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, pour que ce soit beaucoup plus simple, évidemment, pour nous tous, c'est de passer par un organisme qui connaît bien le sujet, qui est compétent et qui peut travailler avec nous et pour nous. D'ailleurs, le centre de gestion est là pour travailler pour la collectivité. Donc, on n'est pas les seuls, évidemment. On est très nombreux à demander au centre de gestion de faire un appel d'offres global pour l'ensemble des collectivités et donc d'analyser ce contrat de prévoyance. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est que pour pouvoir donner mandat au centre de gestion pour faire cette mise en concurrence des contrats de prévoyance, je vous demande l'autorisation donc de pouvoir demander au centre de gestion de travailler sur ce sujet et de nous proposer, donc on lui donne mandat, et puis il va faire une mise en concurrence et il va nous sélectionner plusieurs organismes d'assurance pour qu'on puisse en choisir une pour couvrir les risques prévoyance de nos agents. Pas de questions particulières. C'est un plus pour les agents, évidemment. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous avons aussi, en août 2022, sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, le gouvernement a décidé de lancer la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle. Prime de pouvoir d'achat qui est obligatoire dans la collectivité d'État et qui est facultative dans la collectivité territoriale. Donc vous avez le détail de cette prime avec des montants maximum, en fonction de la rémunération, etc. Et donc après discussion auprès du CST et en fonction aussi de notre budget, puisque c'est aussi important de faire attention à notre budget communal, nous avons
nous vous proposons en tout cas d'attribuer une prime exceptionnelle pouvoir d'achat à nos agents qui est à la hauteur de 50% de ce que propose l'État. Voilà. Donc l'État propose 800 € maximum de prime de pouvoir d'achat pour les salaires inférieurs ou égaux à 23 700 et nous proposons 400 €. Donc en fait, ils vont avoir une prime en fonction de leur salaire. Voilà. Et suite au conseil municipal, on pourra leur verser. Évidemment, ils doivent remplir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir avoir cette prime. Bonsoir Jackie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette prime? Non, je vous propose de la passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a ensuite la création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins, évidemment. Donc c'est pour la saison estivale. Pour nous, nous avons toujours des besoins sur la saison estivale. Alors, j'en profite peut-être pour dire à tout le monde que c'est vrai que c'est une semaine particulièrement difficile pour tout le monde. D'abord parce que le rond-point est fermé avec les travaux aujourd'hui qui sont nécessaires. Et puis, nous cumulons malheureusement avec de la pluie forte et abondante qui permet aussi à certaines routes d'être inondées. Je voulais en tout cas voilà, dire à l'ensemble de nos habitants et à mes élus qui sont présents de faire bien attention puisqu'il va encore pleuvoir quelques jours. Nous sommes un petit peu dans l'inquiétude. Le camping est déjà bien rempli d'eau. Donc, bon, on n'est pas encore à la limite de 2020, nous avons encore un peu de temps, mais néanmoins, nous sommes en alerte tous les jours pour vérifier le niveau d'eau du Loir, puisque je vous rappelle que le camping est en zone inondation, donc si ça monte trop haut, le risque, c'est de devoir enlever nos mobil-homes. Voilà. Donc, pour l'instant, ils sont mis en hauteur. En 2020, on avait déjà remonté le niveau des mobil-homes. On va les remonter un petit peu là pour être sûr que ça se passe bien. Mais en tout cas, voilà. Donc, méfiance pour tout le monde. C'est compliqué. Les routes sont inondées, les fossés aussi. Donc, faites très attention à vous tous. Bon, ça n'empêche que on ne va pas embaucher pour la saison estivale pour l'eau. Ce que j'espère, en tout cas, ce que j'espère vraiment, c'est qu'on pourra ouvrir le camping dans des bonnes conditions, puisque vous savez bien que quand il est inondé, il faut quand même beaucoup de temps pour l'évacuation de l'eau et faire en sorte que la terre soit en bon état pour pouvoir accueillir nos visiteurs qui vont arriver assez vite, puisque l'ouverture du camping, Philippe, il est prévu début mars. 31 mars, pardon. Donc, d'ici le 31 mars, il faut que ça sèche et il faut que ça descende. Donc, ce que je vous propose, en tout cas là, c'est un poste d'adjoint technique à temps non complet du 26 février au 6 octobre. Donc, c'est le saisonnier du camping, techniquement pour l'accueil, mais aussi pour le ménage. Et puis, un poste d'adjoint technique à temps non complet du 1er avril au 6 octobre. Donc là, c'est pareil, c'est pour du ménage au camping. Un poste d'adjoint technique à temps non complet du 1er juillet au 31 août. Pareil pour soutenir donc la période estivale, la plus grosse période. Nous avons besoin aussi d'un poste d'éducateur en APS à temps complet du 17 juin au 8 septembre. Donc là, c'est renforcer les maîtres nageurs sur la période estivale. Et enfin, un poste d'adjoint technique à temps complet du 1er avril au 31 août. C'est un saisonnier service technique qui va être découpé en plusieurs postes comme on fait tous les ans, vous savez, pour permettre aux jeunes de pouvoir venir travailler sur le mois de juillet, sur le mois d'août, etc. C'est essentiellement un poste qui permet de faire les tontes et de préparer le camping et de gérer le camping. Avez-vous des questions sur ces postes saisonniers? Non? Je vous propose de les passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, suite à ça, on va pouvoir mettre les offres d'emploi. Et donc, à ceux qui vont regarder le conseil municipal en vidéo, eh bien, n'hésitez pas, si vous souhaitez travailler pour la commune sur ces temps soit partiels, soit saisonniers, de pouvoir envoyer CV et lettre de candidature. Et le poste qui commence le 26 février, c'est aujourd'hui, c'est pour ça? Il n'y a personne encore sur Non, pas encore. Ah oui, mais on ne peut pas le remettre au 1er mars ou non? Le temps d'embaucher quelqu'un Ben, en fait, celui-là, c'est quelqu'un qui est déjà au service technique et qui va sans doute continuer pour nous aider. Voilà. Celui-là, il est à moitié saisonnier. OK. Du coup, on passe au point suivant. Donc, c'est le renouvellement de création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. En fait, nous avons besoin de créer un emploi non permanent d'adjoint d'animation pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité.
En fait, pour être tout à fait clair avec vous, vous vous rappelez que nous avons eu la chance d'avoir un très beau musée numérique qui s'appelle la Microfolie. Et dans ce cadre de la Microfolie, nous avons besoin d'un animateur ou d'une animatrice pour animer ce musée. C'est un poste de contractuel d'1 an qui arrive à son échéance et donc on a besoin aujourd'hui de le renouveler. L'idée étant que c'est bien un projet et donc on reste sur un poste de contractuel. Voilà. Donc c'est pour une durée de 12 mois à partir du 1er mars 2024. Donc c'est demain et là aussi on a quelqu'un puisque la personne aujourd'hui est déjà à la Microfolie. Tu la connais, je crois. Pas de questions particulières, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je voulais aussi vous faire un point sur la modification des critères d'adhésion du CNAS. Alors, qu'est-ce que c'est le CNAS? Ce sont des prestations sociales pour le personnel. Donc, quand vous arrivez dans la collectivité, un des avantages que vous avez, puisque dans les entreprises, vous savez qu'on a ce qu'on appelle des CE, des comités d'entreprise. Nous, dans la fonction publique, ça n'existe pas. Et donc, pour remplacer les comités d'entreprise, nous avons le CNAS. Il s'avère que nous avons fait le point avec donc, le CNAS sur l'ensemble des prestations. Et donc, nous avons, donc c'est une association loi 1901, évidemment. Nous avons donc nos agents qui sont bénéficiaires de ces prestations sociales. Mais en fait, on a découvert que ces prestations sociales n'avaient pas de durée de fin. Donc, lorsque vous quittez la collectivité, en fait, vous continuez à avoir le comité d'entreprise. Donc, il y avait une petite erreur sur notre gestion de ces aides. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que le CNAS puisse être donné aux contractuels qui ont une ancienneté requise d'1 an, sans discontinuité. Donc, à partir du moment où un contractuel a 1 an d'ancienneté dans la collectivité, il relève du comité d'entreprise. C'est comme dans les entreprises, hein, c'est la même chose. Et puis, pour les agents retraités, il les garde 1 an après la retraite. Voilà, histoire de profiter quand même 1 an après la retraite des aides et des prestations sociales. Pas de questions particulières, ça vous va? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Alors, je ne vais pas remercier de nouveau le CMJ, mais quand même, merci d'être présent à nos côtés. Ça va, ça se passe bien, Madame le maire? On va écouter les adjoints, si tu veux bien. Les adjoints qui vont expliquer leurs actions et toutes les nouveautés qu'il peut y avoir. On va commencer par Monsieur Ami. Alors, les enrobés de la route des Cerisiers ont été réalisés mercredi 22 février. La voie qui dessert nos bâtiments éco et nos terrains viabilisés va enfin être ouverte à la circulation. Pour ceux qui vont du côté de la déchetterie, la bretelle qui passe en... Oui, c'est une bretelle qui passe entre nos bâtiments éco et nos terrains viabilisés est ouverte. Reste, je crois, l'éclairage public à finaliser. Deuxième point, un site de compostage partagé est en cours d'installation place du Mail à destination des foyers qui sont en appartement. Il sera mis en service vendredi 8 mars. Une distribution de bioseau sera faite sur place après inscription auprès du syndicat. Nous expliquerons le principe de fonctionnement. Nous avertirons les gens qui sont concernés en faisant du boitage une semaine avant. Le boitage consiste à mettre un formulaire dans les boîtes à lettres et il faudra répondre. J'en ai terminé. S'il y a des questions. Merci, Monsieur Ami. Monsieur Chantepied n'est pas arrivé encore, donc je vais faire à sa place puisqu'il n'est pas arrivé. Il voulait vous faire un point sur l'embellissement de la ville. Cette année, on a la visite pour le label Ville et Village Fleuri entre juin et juillet 2014. On va continuer à mettre en... 24, qu'est-ce que j'ai dit? 2014, oh là, voilà. 2024, pardon. Nous allons continuer à mettre en pleine terre pour supprimer les palox et les jardinières, évidemment. Et puis, on va planter au pied des arbres du végétal, des lierres et des pervenches. L'idée étant, lorsqu'on plante au pied des arbres des fleurs, ça garde en fait la fraîcheur pour l'été, etc. Et on a besoin de moins d'arroser. Et puis enfin, le cimetière, on engazonne donc le côté droit pour le cimetière 2. On continue à engazonner tranquillement nos allées. Monsieur Delaunay. Alors, un point sur l'attractivité. Donc, je reviens toujours, et je pense que ça va être la dernière fois maintenant, on va revenir sur la crêperie. Suite, on a toujours eu des petits incidents techniques et administratifs de dernière minute qui ont retardé l'ouverture prévue le 7 février.
La crêperie Madeleine ouvrira ses portes le mercredi 28 février à partir de 11h30. Et là, c'est officiel, c'est affiché sur sa porte. Avec le menu, vous pouvez déjà choisir vos crêpes et vos galettes. Comme je l'avais annoncé lors du dernier conseil municipal, la location des bâtiments économiques de la zone des Tourelles ont été confiés à une agence immobilière spécialisée dans les bâtiments industriels et commerciaux. Ces mêmes bâtiments pourront être vendus à partir de janvier 2025. Et cette agence s'est même vue aussi confier la commercialisation des terrains viabilisés sur la même zone à vocation industrielle. En tourisme, alors, petite cité de caractère, programme annuel. Nous proposerons, dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, la GEMA, une exposition à la Maison des artistes avec la participation de l'association Le Ronsard autour des métiers de tissage. Puis nous souhaiterions inviter des artisans d'art dans un atelier éphémère le 6 avril 2024 et inviter nos artisans d'art locaux à proposer des animations ce même week-end. À ce jour, pour nous, on n'a que Bloom Céramique qui a répondu présente pour faire un atelier. Le dimanche de caractère 2024, au Lude mettra à l'honneur la jumenterie ainsi que le site de Malidor avec la Noria et le manoir le dimanche 14 juillet. Des animations seront proposées avec le Pays Vallée du Loir et son application à la poursuite du temps caché, mais aussi avec le CHAM. Cet après-midi se terminera avec un concert à la jumenterie. Nous organisons aussi une table ronde prochainement en associant collectivités, offices du tourisme, châteaux et commerçants liés directement ou indirectement à l'économie touristique de notre ville du Lude afin d'échanger, corriger, débattre et surtout améliorer nos comportements pour toujours accueillir nos touristes toujours plus nombreux chaque année. Enfin, durant toute la saison touristique, nous sollicitons des artisans d'art ou créateurs à venir s'installer de façon éphémère dans un local qui nous a été mis à disposition près du château, rue de Ray. Nous avons déjà quelques demandes et nous les étudions. Et ce soir, je peux vous confirmer qu'on aura bien des artistes qui participeront, puisque j'ai eu la confirmation, qui seront présents pour des expositions et les ventes à partir du 1er avril, donc jusqu'au fin septembre. Voilà, j'en ai fini. Alors, il paraît que c'est à mon tour. Pendant la semaine olympique qui se déroulera après le 5 avril, nous avons sollicité toutes nos écoles, c'est-à-dire la maternelle Brassens, le primaire Brassens, l'école des Louperviers, le collège et l'école Sainte-Anne, ce qui représente à peu près 500 élèves. Le lieu encore n'est pas défini, c'est par rapport à Terre de Jeux 2024 et les Jeux olympiques. Ils constitueront tous les anneaux olympiques avec un maillot de couleur. Alors maillot jaune, noir, vert, rouge, je crois, voilà. Et chaque classe aura une couleur, voilà, rouge et bleu, c'est ça. Et chaque classe aura une couleur bien spécifique. Et ils reproduiront les anneaux olympiques. Et un drone va les survoler en même temps. Voilà. Merci à toutes les écoles de participer à cet événement. On peut continuer. Ingrid. Je continue. On fait quoi? Alors, chantier argent de poche. Durant la première semaine de vacances d'avril, du 22 au 26 avril, il sera proposé un chantier argent de poche, rénovation des crayons de couleur à l'école primaire de Dissé-sous-Lude. Il s'agit de rafraîchir et de rénover les crayons de couleur en bois ainsi que le lettrage du nom de l'école. Les jeunes procéderont au ponçage, découpe, fabrication et peinture de ces nouvelles décorations. Ce chantier se déroulera sur 5 demi-journées, de 9h à midi. Il sera proposé aux jeunes habitants du territoire âgés de 15 à 26 ans.
Le but de ces chantiers est de proposer des petites actions de proximité participant à l'amélioration du cadre de vie et de recevoir en contrepartie une indemnisation de 75 € sur la semaine. Pendant le chantier, les jeunes seront accompagnés par un agent technique communal et un agent pédagogique de la communauté de communes. Un dossier de préinscription sera à retirer sur le site de la communauté de communes et les jeunes devront prendre un rendez-vous auprès d'un info-jeune d'un territoire pour déposer le dossier et mettre en avant ses motivations. Deuxième point, école de Dissé-sous-le-Lude. Suite au congé maternité de Madame Rimbaud à l'école Les Louperviers, elle a été remplacée par 2 enseignantes. Une classe est encore une fois menacée de fermeture à la rentrée de septembre 2024 pour l'école de Dissé, Les Louperviers. L'effectif reste insuffisant pour conserver les 2 classes. Nous sommes à la recherche d'une maison d'au moins 3 chambres ou 4 chambres pour accueillir une nouvelle famille qui souhaiterait s'installer et venir dans notre école, ce qui pourrait sauver cette fermeture de classe. N'hésitez pas à nous contacter. Merci Ingrid. C'est vrai que c'est important de le dire. Nous avions 2 classes menacées de fermeture, une à Brassens et une à Dissé-sous-le-Lude. Au CDEN, les élus ont voté contre les 38 propositions de fermeture de classe, puisqu'au départ on était à 50. On est passé aujourd'hui à 38. L'école de Brassens donc n'est plus dans la liste des suppressions, mais par contre l'école de Dissé toujours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 2 classes à Dissé et nous sommes à un effectif de 22 élèves pour 2 classes, ce qui veut dire un enseignant pour 11 élèves. Donc l'effectif est vraiment faible. Et donc il faut qu'on arrive à monter nos effectifs pour que nous puissions sauvegarder la classe. C'était déjà arrivé en 2022. Nous avions réussi au mois de juin à sauver la classe, donc on a encore beaucoup d'espoir. On soutient évidemment les parents d'élèves et si on arrive à avoir de nouveaux enfants inscrits à Dissé, on a des chances de pouvoir négocier, en tout cas le fait de garder ces 2 écoles, ces 2 classes, pardon. Ce que je veux simplement dire, c'est que quelle que soit la solution qui arrivera, nous serons, nous, mairie, toujours à côté des parents pour trouver des solutions. Nous avons investi plus de 90 000 € en quelques années sur l'école de Dissé, sous le Lude, pour la rénover, pour refaire l'isolation, les sanitaires, mais aussi mettre des vidéoprojecteurs, avoir un vrai soutien numérique sur cette école. Donc aujourd'hui, elle fonctionne plutôt bien. On a 2 enseignantes très motivées sur l'école, des parents aussi. Donc on aimerait vraiment pouvoir réussir à sauver nos 2 classes. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez une location pour cette famille qui souhaite s'installer à Dissé-sous-le-Lude et donc renforcer nos effectifs, n'hésitez pas à contacter la mairie ou la mairie de Dissé ou des parents d'élèves, enfin bref, toute personne que vous pouvez, nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous aider à vous mettre en relation avec cette famille qui souhaite arriver sur Dissé et qui arrive avec un certain nombre d'enfants qui nous permettraient de sauver notre classe. Enfin, en tout cas, on l'espère. Jackie, tu veux dire un mot? Oui, je voulais juste ajouter qu'il était indiqué qu'on était, c'est vrai qu'on est calé à 22 inscrits pour l'instant, et que la barre à obtenir, c'est juste 24. 2 fois 12, on revient dans les normes. Donc il nous manque 2 élèves. Et la famille qui pourrait venir chez nous, là, c'est une famille de 6 enfants, dont 4 qui pourraient être inscrits à l'école de Dissé. Une personne au collège, 4 à Dissé, et puis une toute petite qui pourrait venir par la suite. Donc là, on est vraiment embêté pour deux personnes, 2 élèves. Alors c'est vrai que l'effectif de 24 est un effectif aujourd'hui minimum pour une classe, normalement. Donc là, on est sur 2 classes, mais ça peut justifier en tout cas le fait de garder nos 2 classes. Maintenant, on sait aussi que l'éducation nationale est de plus en plus dure. On sait aussi qu'on a d'autres communes où il y a des fermetures de classes. Donc, on se battra fort pour essayer de garder nos structures scolaires. C'est l'avenir, c'est nos enfants, évidemment. Madame Petit. Alors, un petit point sur la santé. Pour la 2e année, on va refaire le forum prévention bien-être qui aura lieu le 6 avril de 14h à 18h.
Donc on nous a donné la petite idée de pouvoir le faire dans cette belle salle. L'objectif est de permettre aux Ludois de découvrir les activités du bien-être par le biais des ateliers réalisés par les professionnels de la santé ludois dans le domaine médical ou paramédical, et réaliser ainsi l'intérêt de prendre soin de soi. Il y aura des ateliers dédiés au bien-être ainsi que de la prévention santé. Effectivement, on a fait une réunion avec les professionnels de santé mardi dernier. Et en fait, ils ne se connaissent pas entre eux déjà. Donc, ils ont trouvé ça plutôt intéressant. Et cette année, on aura des nouveaux qui vont pouvoir faire des ateliers. Voilà. Merci. Monsieur Le Gallais? Oui. Donc, je vais vous lire, mais je vais adapter quelques commentaires qui sont dedans en fonction de ce que Axel a fait aujourd'hui. Donc, vous allez le comprendre après. Donc, pour le cinéma, nous pouvons nous réjouir pour la période passée où nos spectateurs ont été nombreux à trouver ou à retrouver le chemin de Ronsard. Qu'ils en soient tous remerciés. Depuis le début de l'année, nous avons projeté 15 films avec une recette moyenne par film de 346 € et un nombre moyen de spectateurs de 92. À titre comparatif, la moyenne des 3 dernières années était de 27 spectateurs par film et environ 120 € de recette moyenne. Donc pour tous ces films et les films programmés sur la période du 12 mars au 7 mai, nous espérons que l'essai sera transformé, surtout le 26 mars, pour pousser ensemble un grand cocorico. Le programme de cette période, j'avais mis, sera bientôt disponible. Non, il est disponible puisqu'il est sur les tables. Et il sera à Ronsard demain et affiché. Par contre, nous n'avons pas de projection du 21 février au 5 mars, Ronsard étant loué pour des résidences de clowns. Culturel. Le spectacle de Ma Région Virtuose a amené 133 spectateurs le 28 janvier pour le compte du Carrois. Prémisse, le 9 février, a attiré 76 spectateurs. Nous avons aujourd'hui 106 abonnés au culturel. Et puis là, c'était quelque chose que j'avais mis au futur alors que ça s'est passé aujourd'hui. Dans le cadre des Malices au pays, le lundi 26 février, enfin cet après-midi à 15 h, nous avons eu le spectacle Looking For au tarif de 4 € avec les Jeunesses musicales de France, entre danse, cirque et musique. Et nous avons eu le plaisir d'avoir 125 spectateurs. Comme prévu aussi, au cinéma, nous allons projeter une seconde fois le film du voyage en pyjama le 12 mars, le jour de la réouverture de Ronsard après la fermeture des 2 semaines. Les 24, 25 et 26 mars, dans le cadre du Printemps du cinéma, nous projetterons des films pleins d'humour, comme Chien et chat, Cocorico, et Comme un prince, au tarif de 5 €. Ce tarif est un tarif national, donc on ne peut pas le modifier. Le 14 mars à 14 h, nous aurons J'ai dormi près d'un arbre pour la jeunesse avec Manu Gallure, qui est déjà venu au lieu les années précédentes. Et le 23 mars, pour tout public, nous avons Nicolas Jules à 20h30 au tarif de 7 € ou 4,50 € en fonction d'abonnés ou pas abonnés. Pour la ludothèque, la bibliothèque, le 12 mars à 19h30, découverte du peintre Pierre Bonnard en 2 étapes. Une conférence par l'association Air et Vert à 19h30 et ensuite la projection du film Bonnard, Pierre et Marthe à 20h30. Un apéro sera proposé pour agrémenter ce temps de découverte, tarif habituel du cinéma. Au Café Musée, le vendredi 1er mars à 15 h, conférence sur la mode dans l'art. Dans le cadre des mercredis technologiques, un rendez-vous mensuel à la Microfolie en partenariat avec le pôle numérique de la communauté de communes le 13 mars pour la programmation d'un robot Lego Speak ou Spike, si on parle un peu anglais, réservé auprès de la Microfolie parce que les places sont limitées. Merci de m'avoir écouté et une bonne soirée. Merci Jean. Avant les questions de la minorité, 2 petites informations pour moi. Des informations qui, je pense, sont importantes, mais qui sont sous réserve, puisque nous devons avoir la confirmation. Depuis 6 mois à peu près, je travaille auprès d'une personne qui souhaite s'installer en tant que médecin généraliste d'ici la fin d'année sur le LUD. Donc, tout le travail que nous avons mené sur son inscription, etc. Enfin, il y a beaucoup de papiers administratifs, c'est pas simple, mais
On n'a plutôt que des bonnes nouvelles ces derniers temps, jusqu'à hier. Donc, si tout va bien, en effet, nous aurons un nouveau médecin généraliste qui s'installera au LUD après l'été, donc sans doute en octobre-novembre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre commune. Et puis la deuxième bonne nouvelle, nous sommes aussi, depuis 6 mois à peu près, je travaille avec une personne qui est orthoptiste. Donc vous devez connaître ce que c'est l'orthoptie. Donc c'est les personnes qui travaillent avec les yeux et qui, en lien avec un ophtalmologue, permet de pouvoir avoir des ordonnances pour ses lunettes, etc., mais aussi pour rééduquer ses yeux. Et donc, nous avons réussi à déposer son autorisation d'exercer, puisque elle est suisse, donc elle a besoin d'une autorisation d'exercer sur le territoire. Nous l'avons déposée ensemble il y a une quinzaine de jours. Elle a déposé des dossiers complémentaires la semaine dernière, et donc c'est dans la boucle. Et normalement, si tout va bien, elle devrait pouvoir s'installer aussi au LUD pour exercer, j'espère, courant mai de cette année. Voilà. Donc, des bonnes nouvelles. Il y en a d'autres qui arrivent. On l'avait annoncé aux vœux, donc les choses se précisent, et tant mieux. Évidemment, nous n'aurons pas encore la maison pluridisciplinaire de santé qui est prévue par l'intercommunalité en 2025-26. Donc, d'ici là, il faudra installer ces professionnels de santé dans des locaux qui existent aujourd'hui. Nous sommes évidemment pour parler aujourd'hui avec l'hôpital qui a des locaux disponibles, puisque les locaux municipaux sont complets. Et donc, voilà, les deux personnes sont tout à fait partantes aussi pour ces locaux, donc il n'y aura pas de souci. Elles ont, en tout cas, la médecin généraliste est déjà en contact avec l'association des professionnels de santé pour son installation. Et puis, l'orthoptiste va le faire aussi rapidement lorsque elle reviendra en France incessamment sous peu, parce qu'elle revient souvent finalement. Voilà. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. On continue de travailler avec d'autres professionnels de santé aussi qui s'intéressent à la ville du LUD, et tant mieux. Et je pense que lorsqu'on aura la maison pluridisciplinaire de santé, ce sera encore plus facile. Mais voilà, c'est pour aussi rassurer notre population. On travaille sur ce sujet, et avec Céline, les forums qu'on peut organiser, le soutien que nous pouvons amener aujourd'hui aux professionnels de santé amène des résultats quand même. Donc on est plutôt content. Voilà. Donc on vous confirmera la date exacte de prise d'activité de ces deux professionnels de santé en 2024. Des questions de la minorité, qui c'est qui les pose? Vas-y Sonia. Alors du coup, il n'y aura plus qu'une question parce que tu as répondu à la première. Alors, l'association Ronsard semble avoir des difficultés. Comment pensez-vous résoudre ce problème de manière à conserver les activités de l'ancienne MJC? Alors c'est difficile de te répondre, Sonia, parce que l'association Le Ronsard, c'est une association de loi 1901, c'est pas une association de la mairie, donc c'est pas à la mairie de résoudre les problèmes des associations, heureusement, parce que sinon ce serait de l'ingérence. Voilà. Sachez qu'en tout cas, l'association Le Ronsard continue de fonctionner aujourd'hui, qu'il y a des nouveaux adhérents et des nouveaux membres du bureau qui vont les rejoindre. On a une réunion bientôt pour parler de tout ça, et les activités continuent. Donc on va continuer à soutenir cette association. C'est pas simple, on le sait, hein. Trouver des personnes qui veulent s'investir dans des bureaux et prendre des responsabilités associatives, c'est de plus en plus compliqué. Mais en même temps, c'est une association, donc nous, on est là pour les soutenir, mais on ne peut pas ni décider pour eux, ni faire à leur place. Donc voilà, donc on attend la prochaine réunion pour faire le point. Mais pour l'instant, en tout cas, les activités continuent et le bureau est toujours existant. Pas de souci. Donc voilà, mais je lance l'appel en disant que toutes les bonnes volontés sont là aussi, et si elles souhaitent rejoindre l'association Le Ronsard, on est toujours preneur, évidemment. Alors pas nous mairie, hein, puisque nous on est membre du conseil d'administration, mais le bureau de l'association recherche toujours de nouveaux bénévoles pour les soutenir. Voilà. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude particulière de notre côté, mais on vous en dira plus à la prochaine réunion qui mercredi, voilà. Je cherchais la date, mais voilà, c'est mercredi. Parfait. Et puis, je fais un coucou quand même à Monsieur Frison et puis Monsieur Éveillot, tous les deux qui ont des problèmes de santé quand même. Je leur souhaite un très bon rétablissement. Et du coup, vous êtes, mesdames, représentatives de la liste, et tant mieux. Et merci d'être présentes à nos côtés. Mesdemoiselles et messieurs les conseillers municipaux jeunes, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça a été? Et bien sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.